il vous acculture. Ce que disait Samora Machel, il disait que le stade suprême du colonisé, c'est l'assimilé. Donc il disait qu'il caractérisait l'assimilé comme ça. Il disait que l'assimilé, c'est quelqu'un qui connaît, qui ignore les plus grandes villes d'Afrique. Vous lui parlez d'Abidjan, Dakar, Kinshasa, il ignore. Mais vous lui parlez de la plus petite station de métro, il dit, ah ok, porte de Clignancourt, porte de Clichy. Il dit que c'est ça l'assimilé. Et les Français, c'est ça leur but. Aujourd'hui, regardez, même en France, des immigrés qui sont là-bas. Quand le Français vous dit que vous êtes un Africain, ou bien vous êtes étranger, vous êtes intégré, pour le Français, vous avez tout abandonné et épousez eux tout ce qu'ils vous donnent. Mais le Français n'accepte pas le partage. Vous jetez tout, vous prenez tout le. Et là, vous êtes quelqu'un de bien. Tandis que pour revenir donc à la colonisation anglaise, les Anglais, c'était l'indirect rule. C'est-à-dire, eux, ce qui les intéressait, c'était l'économie. Mais ils laissaient les pays colonisés avec leurs us, leurs coutumes, leur culture, etc. Et on le voit même, la différence aujourd'hui. Vous voyez chez nous, par exemple, on met des costumes, on a l'habitude de mettre le costume traditionnel français, etc. Mais vous voyez, par exemple, les Nigérians, les Ghanéens, etc. C'est souvent donc le costume traditionnel et ils sont encore plus ancrés dans leur valeur de civilisation. Mais tout ça, donc, c'est la colonisation qui a fait ça. Et la colonisation française est une colonisation qui déracine. Donc, ça, dans le livre que la colonisation a permis de désarticuler l'Afrique, en fait. Tout à fait. Parce que quand ils venaient, bon, prenons le cas de la Gambie. La Gambie aujourd'hui et le Sénégal, on peut dire que c'est un peuple, deux pays. Mais qui a été à l'origine? Ce sont les Occidentaux. Le Royaume-Uni a colonisé la Gambie, la France a colonisé le Sénégal. Donc deux pays. Alors qu'à l'origine, c'était un pays. Et cet exemple fait foison en Afrique. Dans beaucoup de zones en Afrique, vous voyez ça. C'est en cela qu'ils ont désarticulé. La Côte d'Ivoire et le Ghana, par exemple. La Côte d'Ivoire et le Ghana. Et le Ghana, par exemple, le Nigeria, Cameroun, tout ça. Et ça, ils l'ont fait à partir donc de la conférence de Berlin de 1885. Parce qu'ils se sont rendus compte que, bon, parfois, ils avaient des heurts entre eux. Parce que ces heurts, l'origine de ces heurts, c'était donc les colonies. Donc, puisque eux, entre eux, ils essaient toujours de tout faire pour s'entendre, en tout cas quand il s'agit de l'Afrique. Donc, Bismarck a convoqué la conférence de Berlin en 1885. Ils ont partagé l'Afrique. Ils ont mis aussi un pacte qui respectait entre eux. Voilà, c'était pour mieux dominer l'Afrique sans pour autant avoir donc à recourir à des violences donc, entre eux. Et c'est comme ça qu'ils ont désarticulé l'Afrique. Parce que quand ils ont coupé, ils n'ont pas tenu compte des peuples, ils n'ont pas tenu compte des zones, ils n'ont pas tenu compte des frontières naturelles, ils ont tenu tout simplement compte de leurs intérêts. C'est en cela qu'ils ont vraiment désarticulé l'Afrique. Vous voyez par exemple, même si vous voyez ici la Mauritanie, il y a avant les indépendances, il y a des gens du côté du nord qui habitaient par exemple Bogué ou des trucs comme ça, qui avaient leur terre en Mauritanie, Bogué, etc. Kaïdi, tout ça. Voilà, parce qu'il n'y avait rien. Mais quand ils ont vu, ils ont coupé. C'est en cela donc qu'ils ont vraiment désarticulé le continent. Peut-être que bon, vraiment, quand vous entrez dans le livre, vous allez voir vraiment... Mais ça veut dire donc que vous n'avez pas du tout foi en des organisations comme l'Union africaine qui voudraient que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Ah, c'est bien, mais il faut, encore une fois, c'est la volonté politique qui fait défaut. Parce qu'en fait, moi, je suis pour les grands regroupements. Je suis pour les grands ensembles. Parce que je suis spécialisé aussi dans les questions d'intégration. Donc, dans les questions d'intégration régionale comparée. Donc, comment faire pour mettre ensemble des pays et de façon optimale. Donc, l'Union africaine, c'est une très bonne chose. Mais il faut donc qu'on accepte, et ça je le propose aussi dans le livre, de passer à ce qu'on appelle l'unification politique. Parce qu'il n'y a que l'unification politique aujourd'hui qui peut aider l'Afrique à sortir du gouffre. Il n'y a que l'unification politique qui peut donner à l'Afrique la force de faire face à ces forces. Ça veut dire quoi l'unification politique? Ça veut dire que donc, nous allons un peu aller vers le fédéralisme. Nous allons prendre le cas des États-Unis. Mais là, par exemple, bon, je le dis à l'attention de quelques personnes, parce que j'entends même des gens qui parlent de confédération. Moi, je leur dis que gardez-vous de la confédération. La confédération, ce n'est pas un bon système. C'est toujours un système qui est générateur de conflits. La confédération. Le Sénégal et la Gambie l'ont vécu. Voilà, je vous donne aussi un autre exemple. Regardez la Belgique. La Belgique est restée, je pense, une fois 1 an sans gouvernement. C'est les effets de la confédération. Quel truc encore? Le Canada, c'est une confédération. À chaque fois, vous entendez, oui, le Québec veut sortir, etc. C'est un modèle confédéral. Le modèle qui est viable, c'est le modèle fédéral comme aux États-Unis. Pourquoi?
Parce que la confédération, ça veut dire que les États-nations gardent toute leur souveraineté. Donc, l'État confédéral, et c'était le premier modèle que les États-Unis avaient choisi et qui avait engendré donc la guerre de sécession. Parce que dans le cadre de la confédération, les États-nations sont très forts. Chaque État garde sa souveraineté. Maintenant, il y a quelques parcelles, quelques domaines qu'on réserve donc à l'État confédéral. Tandis que dans l'État fédéral, c'est le contraire. Les États sont très faibles. C'est l'État fédéral qui détient vraiment de levier, la diplomatie, l'armée, en tout cas, les domaines régaliens sont gérés par l'État fédéral. Les nations, ou bien les États, gèrent ce qu'on appelle la subsidiarité. C'est-à-dire, on laisse donc à ces États tout ce qui est culture, tout ce qui est religion, etc. Parce qu'effectivement, ces États le gèrent mieux que l'État fédéral. Donc, ce que je propose pour l'Afrique, c'est un modèle fédéral. Et là, on n'invente rien. Je pense que les États-Unis, c'est un bon modèle. Peut-être si le temps nous le permet, on peut peut-être entrer dans les détails, comment mettre en place cet État fédéral. Voilà, je pense que c'est là où il faut aller. Parce que ce qui nous permettra de mettre en synergie nos forces. Je le disais tantôt, c'est 30 millions de kilomètres carrés, 3 fois la Chine, 3 fois comme les États-Unis. Ça, c'est pas rien du point de vue superficie. On sait qu'il y a une taille optimale pour la superficie, pour qu'une nation soit viable. Alors que nos États balkanisés, on a vu les problèmes. Parce que le plus souvent, parce que c'est des micro-États. Donc, c'est pourquoi nous avons des difficultés. Donc, 30 millions de kilomètres carrés, c'est une taille optimale. 1,4 milliard, on parle de 2,5 milliards d'ici l'an 2005, selon les projections. C'est important. Le poids démographique aussi, il est important. Et souvent, là aussi, je vais peut-être faire un petit truc. Souvent, vous entendez les gens dire, oui, l'Afrique, en fait, a des problèmes parce qu'à cause de sa démographie galopante. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est les Occidentaux qui le disent pour nous endormir, pour nous créer des problèmes là où il n'y en a pas. Une démographie forte, ce n'est pas une tare. Ce qui est une tare, c'est une démographie forte, non productive. Une démographie improductive. L'Olof dit, donc, il faut combattre l'oisiveté de nos populations. Et nous avons les moyens. Quand nous avons 30 millions de kilomètres carrés, nous avons des fleuves, nous avons des cours d'eau, nous avons des ressources halieutiques, nous avons des ressources minières. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Et même aujourd'hui, le domaine où on avait un retard, on est en train de combler notre retard, c'est-à-dire au niveau des ressources humaines. Aujourd'hui, l'Afrique peut compter sur des ressources humaines abondantes et de qualité. C'est vrai qu'il faut continuer, il faut continuer. Ce n'est pas suffisant, il faut élargir les domaines. Et je le dis aussi dans le livre, l'éducation en Afrique doit arriver à ce qu'on puisse former nos enfants sur le sol africain et dans tous les domaines. Donc, mais pour le moment, l'Afrique est en train de faire son retard. Allez par exemple dans tous les pays, vous verrez des ressources humaines africaines. Donc là également, on est en train de faire notre retard. Nous sommes riches, nous avons un sol riche, nous avons des pays où il pleut 12 mois sur 12. Nous avons un sous-sol riche, nous avons des pays où c'est des accidents géologiques. Nous avons des ressources halieutiques. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons des ressources humaines. Donc la volonté politique, ensuite maintenant se débarrasser du carcan occidental pour pouvoir produire sur notre sol et pouvoir vendre comme tout le monde des produits finis et non pas continuer à vendre des matières premières de base. Alors, je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes digitales, sur la TNT et sur Canal+, également. Merci de votre fidélité. Coucou à notre sœur de Gambie, Oumoudia, elle s'appelle. Sans oublier également Ansoumana Dione qui nous suit depuis Kaolack, qui parle de cette fédération qui pourrait s'appeler simplement l'Afrique. Alors, professeur Mourtala Mbaye, notre invité.